Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Mrs. Dalloway, écrit par Virginia Woolf. C'est notre 5e live sur cette œuvre et ce sera aussi l'avant-dernière session a priori. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vous rappelle que pour vous diriger dans cette œuvre, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre dans la playlist Et si on lisait Mrs. Dalloway sur ma chaîne YouTube directement, ou bien et puis vous pouvez en plus de cela, dans chaque vidéo disponible en rediffusion sur ma chaîne YouTube, vous rendre soit dans la barre de lecture de la vidéo, soit dans la description de la vidéo, et vous y trouverez des timecodes, des chapitrages, vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à la lecture où bon vous semble. Sachant que, je me répète, mais je préfère être clair là-dessus, avec Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, on est sur un cas un petit peu particulier puisque l'œuvre n'est pas séparée en chapitres, n'est pas séparée en livres, en parties, etc. C'est une œuvre d'une traite en quelque sorte, à ceci près, à ceci près que parfois dans le texte se glissent des sauts de lignes. Donc du coup, on voit quand même une certaine structure dans le texte par rapport à ces sauts de lignes. Donc j'ai essayé de le respecter au maximum. Malheureusement, la fois passée, j'ai pas pu le respecter parce que j'aurais dû lire vachement trop longtemps pour le respecter. Ce qui fait que j'ai lu, entre guillemets, la moitié d'une partie la fois passée, et je vais lire la seconde moitié, mais en vérité, encore une fois, ne vous inquiétez pas, si vous avez regardé tout bien dans l'ordre, de toute manière, vous n'êtes pas perdu. Et en termes de sens, je ne pense pas que ça soit trop compliqué de raccrocher les wagons parce que euh, avec la narration très spéciale qu'on a rencontrée dans cette œuvre, eh bien en fait on est déjà dans quelque chose de flou, on est déjà dans quelque chose de fluide malgré tout, paradoxalement, qui fait que on passe déjà d'épisode en épisode de manière un petit peu étonnante et en même temps très compréhensible. Donc voilà, vous inquiétez pas, la fois passée, on était dans une partie entre guillemets, et pourtant on a eu la narration, cette espèce de narrateur volatile, s'est accroché à plusieurs personnages et à plusieurs histoires différentes. Donc voilà. D'ailleurs, la fois passée, on s'en était arrêté à retourner un petit peu sur Mrs. Dalloway. Je me demandais si on allait finalement retomber sur elle plus tard dans l'œuvre, et voilà chose qui est faite, puisque on raccroche au personnage de Mrs. Dalloway, et c'est là que nous reprendrons la lecture de ce soir sur on va dire, un narrateur plus intime à Mrs. Dalloway en quelque sorte, plus qui suit les pensées de Mrs. Dalloway un petit peu. Voilà, voilà. Vous savez à quel point cette narration est très spéciale et du coup c'est difficile d'en parler et de mettre les mots justes dessus, mais voilà. Voilà un petit peu pour le sujet de ce soir. Mais en attendant une petite intro de 10-15 minutes, je vais essayer de faire assez court ce soir quand même parce que je ne vais pas lire beaucoup, pour être franc ce soir, pour une bonne raison. J'ai regardé combien de pages il nous restait, j'ai regardé justement ces fameux sauts de ligne où ils se trouvaient. Et en gros, soit je vous lisais 60 pages aujourd'hui et 40 la prochaine fois, soit je vous lisais 40 pages aujourd'hui et 60 la prochaine fois. Et vu que la prochaine fois, ça sera vendredi à 21 h et que ça sera la dernière, eh bien en général sur les lectures, j'aime bien finir avec une dernière lecture un petit peu plus massive, un petit peu plus longue. Donc ça sera pour vendredi ces fameuses 60 pages et ce live qui flirtera, je pense, du coup avec les 2 heures, 2 heures et demie, tandis que ce soir on devrait plutôt flirter avec les 1 heure et demie, tranquillou pépérou pour démarrer la semaine. J'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre Nanu, merci de me rejoindre l'écoute aux portes. D'ailleurs, merci beaucoup l'écoute aux portes pour ton 13e mois d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Vous commencez à être une petite paire, un petit nombre comme ça au-dessus des 1 an d'abonnement, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Euh... Koutoum, koutoum, koutoum. Ah bon, tu as donné 920 bits au total, Nanu? Je sais pas, j'ai pas les calculs en tête, mais ouais, merci pour ça, ça fait extrêmement plaisir. Euh, et du coup, l'écoute aux portes, a priori, c'est toi qui nous as conseillé Mrs. Dalloway, donc je pense que tu vas t'y retrouver, toi qui adores tellement cette œuvre.
Ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, 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 oui. Euh, oui, 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 oui. Oh bah t'inquiète Nanu, je partage assez ta situation financière. Euh, mais du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, 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 oui. Voilà. En ce moment, il y a peu de live, je le sais, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà communiqué le pourquoi du comment, etc., etc. Mais ce qui va se passer, c'est que je pense finir Mrs. Dalloway cette semaine, comme je vous le disais à l'instant. Ensuite, entre deux lectures, vous savez que souvent je saute un live de lecture pour me faire une petite pause un petit peu. Euh, voilà, me faire un fresh mind avant d'entrer dans une nouvelle lecture. Euh, la lecture d'après, je ne sais pas encore ce qu'elle sera, mais j'en suis quasiment sûr pour être franc, puisque j'ai eu l'idée tout à l'heure. Je pense que je vais me fournir un chant de Noël de Charles Dickens, puisque après toutes ces années de live de lecture, je n'ai jamais fait une lecture spéciale Noël, et ça me semblait être judicieux étant donné qu'il s'agira certainement de la dernière lecture avant la fin de l'année. Petit à petit dans mon cerveau commence à s'organiser cette fin d'année là. Donc je vois un peu les choses arriver, je sais un peu comment je vais les organiser. Et d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'un ou plusieurs lives d'introspection in my head, comme j'avais appelé ça, puisque je vais vous parler aussi de comment je m'organise là-dessus, de ce que je projette pour le futur et ainsi de suite. On a été dans une phase un petit peu de renouveau, dans une phase un petit peu de remise en question, beaucoup, voilà. Donc là, il y a des choses qui risquent de changer. Et donc, après Mrs. Dalloway, je pense vous lire ce texte de Dickens pour terminer la saison en quelque sorte. Mais c'est l'occasion pour moi de me fournir de plusieurs bouquins à la fois. Donc, c'est le bon moment pour vous de me faire des suggestions. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires YouTube, en message privé, sur les réseaux sociaux, sur Discord, bref. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de textes qui sont dans le domaine public et que vous aimeriez que je lise en live. C'est a priori le bon moment parce que ma commande, je vais la passer très 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 vite, dans les plus brefs délais même, j'ai envie de dire, étant donné que j'aimerais à tout prix pouvoir enchaîner avec Charles Dickens à partir de vendredi prochain. Voili voilou. Les lives, quant à eux, vont prendre un nouvel essor et vont revenir un peu plus nombreux. Je pense peut-être, comme j'aime bien le faire en général à la saison de Noël, qu'en fin de saison, je bombarderai les lives. Je suis pas encore sûr de ça, donc je vous retiendrai au courant, mais je pense que je vais refaire une grosse session avec 4, 5, peut-être plus live par semaine. Je ne m'engage à rien, mais voilà, c'est un peu mon envie du moment. Mais tout ça, ça sera après que j'ai terminé ce qui m'occupe en ce moment et ce qui fait que je live aussi peu, à savoir le fait que je travaille sur le premier livre que je veux publier. Et donc, ce livre que je m'apprête à publier, qui sera titré Triptyque, eh bien, je vous en parle depuis des semaines et des semaines. Et j'ai bien travaillé, je pense. J'ai bien avancé, je pense. J'ai eu un gros blocage pendant une période là. Et là, ça y est, je me suis débloqué. Je me suis bien remis dedans. Je vous avais dit, peut-être, je ne sais plus, que j'avais terminé absolument tout, sauf les chroniques. Eh bien, je répète la même chose, sauf que je suis en fait revenu sur tous les poèmes et sur l'interface. Donc je suis revenu sur tout ce que je pensais avoir terminé, parce que je pense avoir trouvé des méthodes pour avoir un rendu encore plus professionnel en quelque sorte. Et donc je me suis dit, c'est un gros événement dans ma vie, entre guillemets, ce bouquin. Je veux que les choses soient propres, je veux que les choses soient le plus parfait possible, plus parfaite possible entre guillemets. Donc, tant pis, ça reprend du temps, mais je le prends et j'y bosse à fond. Donc voilà, j'ai l'impression de constamment faire et refaire et refaire et refaire, mais à chaque polissage, je suis, je pense, davantage satisfait et davantage content du rendu. Et je croise les doigts qu'à la fin, ça fasse quelque chose de vraiment, vraiment propre, vraiment semi-professionnel. Je vais peut-être pas dire jusqu'à professionnel, parce que vraiment, j'ai pas les moyens ni les compétences de professionnel, mais voilà, j'essaie de faire quelque chose de moins semi-professionnel, on va dire, et du moins le plus professionnel possible.
Donc voilà, et je pense d'ailleurs mettre un petit coup de collier, je pense essayer d'y travailler davantage d'heures par jour, c'est dans les jours à venir, tout simplement parce que dans ma tête on est un petit peu dans la dernière ligne droite. Je pense vraiment pouvoir finir assez vite si je m'y mets plusieurs heures par jour, je pense que je peux vraiment finir assez vite. Et ouais, bah, j'ai toujours cet objectif-là, cet objectif qui semble de plus en plus fou au fur et à mesure que les jours défilent. Mais j'ai toujours cet objectif de le rendre disponible pour vous tous à partir de novembre. Donc voilà, il me reste une grosse vingtaine de jours. Et ouais, j'ai vraiment envie de réussir à faire ce truc-là. Même si c'est le dernier jour de novembre, au moins je l'aurais fait, j'aurais tenu mon pari en quelque sorte. Mais bon, si toutefois, pour je ne sais quelle raison, il se trouvait que je doive prendre le temps un peu plus pour rendre quelque chose de meilleure qualité, bien entendu, je privilégierai la qualité avant la rapidité, bien entendu. Bien entendu. Donc voilà, c'est un peu les news que je peux vous donner par rapport à Triptych. Euh, Sachant que après je vais certainement beaucoup communiquer sur Triptych puisque j'ai envie du coup de faire un live le jour de la sortie officielle. Peut-être avec justement une sorte de FAQ lors de ce live si vous avez des questions, parce que je vois que souvent c'est un sujet qui soulève questions chez vous. Donc sur, je sais pas, sur comment j'ai écrit le truc, sur comment j'ai publié le truc, j'en sais rien, bref. Euh, et puis, euh, et puis ouais, je vais certainement faire des petites vidéos pour YouTube aussi par rapport à ça. J'aimerais rendre aussi un visuel pour Redbubble. Là, ça y est, je vous donne des infos un peu plus. Mais j'aimerais bien faire un nouveau visuel que vous pourriez mettre sur, que sais-je, t-shirt, oreiller ou tasse. Mais ouais, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. J'y travaille. Voilà, voilou. Euh, et du coup, oui, c'est bien novembre de cette année, Nanu. Tout à fait, tout à fait. Et en effet, j'y mets beaucoup d'énergie. J'espère que ça vaudra le coup. J'espère que ça vaudra le coup, l'écoute aux portes. J'ai toujours ce petit stress, surtout que voilà, le gros du processus, je le fais tout seul. Heureusement, j'ai deux, trois personnes à qui je peux partager un petit peu mon avancée une fois de temps en temps et qui me donnent de précieux conseils, de précieux retours. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours un petit peu une appréhension jusqu'à ce que ça soit sorti de toute manière. Et en même temps, une sorte d'exaltation qui monte de plus en plus parce que c'est quelque part pour moi un espèce d'accomplissement dans ma life et du coup ça fait plaisir d'être en train de le réaliser quoi, tout simplement. Bref. Je commence à trop parler. Je vous propose qu'on entre dans la lecture du soir sans plus de cérémonie. Santé à tous les amis, prenez à boire, à manger, vaquez à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous m'écoutez. Je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé. Et je vous propose de repartir sans plus de parlotte, sans plus de bavardage de ma part. Et je vais relire un paragraphe en arrière. Un paragraphe en arrière pour que vous puissiez rattacher les wagons par rapport au live précédent. Je vous rappelle que la narration est revenue flirter depuis je dirais, quelques paragraphes avec le personnage de Mrs. Dalloway. Donc c'est Mrs. Dalloway qu'on est en train de suivre. Et si je vous dis elle, vous savez que je parle de Mrs. Dalloway a priori. Et puis écoutez, je pense qu'on est bon. Euh, je suis parti pour une douzaine de pages. Ensuite, il y aura une pause, il y aura une douzaine de pages, une pause, et on terminera avec une quinzaine de pages, je crois. Et donc on s'arrêtera. Un saut de ligne prévu par Virginia Woolf dans le texte, incroyable. Voilà, voilou. Et oui, Nanu, je sais que je discute, que je bavarde beaucoup, mais en effet, c'est un live de lecture avant tout. Allez, je vous laisse là. Bonne écoute à toi, Nanu. Bonne écoute à toi, l'écoute aux portes. Bonne écoute à tous ceux qui seraient dans l'ombre du chat sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause.
Mrs. Dalloway, suite. Malgré tout, qu'à un jour succède un autre jour, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, qu'on se réveille le matin, qu'on voit le ciel, qu'on se promène dans le parc, qu'on rencontre Hugh Whitbread, puis que soudain débarque Peter, puis c'est Rose, cela suffisait. Après cela, la mort était inconcevable. L'idée que cela doive finir, et personne au monde ne saurait comme elle avait aimé tout cela. Comment, à chaque instant. La porte s'ouvrit. Élisabeth savait que sa mère se reposait. Elle entra sans faire de bruit. Elle resta sans bouger. Se pouvait-il qu'un Mongol ait échoué, il y a 100 ans peut-être, sur la côte du Norfolk, comme l'affirmait Mrs. Hilbery, et soit venu s'unir à ces dames de la famille Dalloway? Car les Dalloway, en général, étaient blonds aux yeux bleus, alors qu'Élisabeth était brune, avait des yeux chinois dans un visage pâle, un air de mystère oriental, était douce, prévenante, calme. Enfin, elle avait un grand sens de l'humour, mais aujourd'hui, à 17 ans, pour une raison qui échappait totalement à Clarissa, elle avait un esprit de sérieux très développé, comme une jacinthe enveloppée dans une soie verdâtre, les boutons à peine colorés, une jacinthe qui aurait été privée de soleil. Elle se tenait là sans faire le moindre mouvement et regardait sa mère, mais la porte était entr'ouverte, et de l'autre côté de la porte se trouvait Miss Kilman. Clarissa le savait. Miss Kilman dans son mackintosh, qui ne perdait pas une miette de ce qui se disait. Effectivement, Miss Kilman se trouvait sur le palier, et elle portait un mackintosh. Mais elle avait ses raisons. D'abord, ça n'était pas cher. Ensuite, elle avait plus de 40 ans, et elle ne s'habillait pas pour plaire. En outre, elle était pauvre, d'une pauvreté humiliante. Sinon, elle n'aurait pas travaillé chez des gens tels que les Dalloway, des gens riches qui veulent se montrer généreux. Mr. Dalloway, il fallait lui rendre cette justice, s'était montré généreux, mais pas Mrs. Dalloway. Elle s'était seulement montrée condescendante. Elle venait de la classe la plus méprisable, les riches avec un vernis de culture. Ils avaient partout des choses de prix, des tableaux, des tapis, plein de domestiques. Elle considérait qu'elle méritait bien tout ce que les Dalloway pouvaient faire pour elle. Elle avait été flouée. Oui, le mot n'était pas trop fort, car enfin, une femme avait bien droit au bonheur sous une forme ou sous une autre. Or, elle n'avait jamais été heureuse, du fait qu'elle était si peu gracieuse et si pauvre. Et puis, juste au moment où elle aurait pu avoir sa chance à l'école de Miss Dolby, il y avait eu la guerre. Et elle avait toujours été incapable de mentir. Miss Dolby était d'avis qu'elle serait plus heureuse avec des gens qui partageaient ses vues sur les Allemands, et elle avait dû partir. C'est vrai que sa famille était d'origine allemande, qu'au XVIIIe siècle, leur nom s'écrivait Killman, mais son frère s'était fait tuer. On l'avait renvoyée parce qu'elle refusait d'affirmer que les Allemands étaient tous coupables, alors qu'elle avait des amis allemands, que les seuls jours heureux de sa vie étaient ceux qu'elle avait passés en Allemagne. Et après tout, elle avait étudié l'histoire. Elle avait dû prendre ce qui se présentait. Mr. Dalloway l'avait rencontrée alors qu'elle travaillait pour les Quakers. Il lui avait permis, ce qui était très généreux de sa part, de donner des cours d'histoire à sa fille. Et puis elle donnait quelques cours du soir, ce genre de choses. Puis, notre Seigneur était venu à elle, et là elle inclinait toujours la tête. Elle avait vu la lumière il y avait 2 ans et 3 mois de cela. Maintenant, elle n'enviait plus les femmes telles que Clarissa Dalloway. Elle en avait pitié. Elle en avait pitié et elle les méprisait du fond du cœur, tout en se tenant là, les pieds enfonçant dans le tapis, à regarder. Pardon. Elle en avait pitié, et elle les méprisait du fond du cœur tout en se tenant là, les pieds enfonçant dans le tapis à regarder la gravure ancienne d'une petite fille avec un manchon. Avec tout ce luxe qui s'étalait, comment espérer que les choses puissent aller mieux dans le monde? Au lieu d'être allongée sur un sofa, ma mère se repose, avait dit Élisabeth. Elle aurait dû travailler en usine, ou derrière un comptoir. Mrs. Dalloway, et toutes ces belles dames. Amère, fiévreuse, Miss Kilman était entrée dans une église il y avait 2 ans et 3 mois de cela. Elle avait entendu le sermon du révérend Edward Whittaker, la chorale de jeunes garçons. Elle avait vu descendre les lumières solennelles, et, que ce fût l'effet de la musique ou des voix, elle-même, quand elle était seule le soir, trouvait un réconfort dans le fait de jouer du violon, mais le son était atroce, elle n'avait pas d'oreille. Oui,
que ce fût l'un ou l'autre, les sentiments turbulents qui l'assaillaient s'étaient trouvés apaisés pendant qu'elle se tenait là assise, et elle avait versé des larmes abondantes, et était allée rendre visite à Mr. Whittaker dans ses appartements privés de Kensington. C'était la main du Seigneur, avait-il dit. Dieu lui avait montré la voie. Et donc maintenant, lorsque les sentiments douloureux, brûlants, l'assaillaient, cette haine de Mrs. Dalloway, ce ressentiment contre la terre entière, elle pensait à Dieu. Elle pensait à Mr. Whittaker. À la rage succédait le calme. Une douce saveur emplissait ses veines, ses lèvres s'écartaient et, impressionnante dans son mackintosh, sur le palier, elle regardait avec une sérénité appuyée, sinistre, Mrs. Dalloway qui sortait de la chambre avec sa fille. Élisabeth dit qu'elle avait oublié ses gants. C'est parce que Miss Kilman et sa mère se détestaient. Elle ne supportait pas de les voir ensemble. Elle monta en courant chercher ses gants. Mais Miss Kilman ne détestait pas Mrs. Dalloway. Posant sur Clarissa ses gros yeux couleur de groseille à maquereau, observant son petit visage rose, son corps délicat, son air soigné, élégant, Miss Kilman se disait « Pauvre idiote, bécasse va. Tu n'as connu ni le chagrin ni le plaisir, tu gaspilles ta vie à des bêtises. » Et lui venait un désir irrépressible de l'écraser, de la démasquer. Si elle avait pu la terrasser, cela lui aurait fait du bien. Mais ce n'était pas le corps. C'était l'âme dérisoire qu'elle aurait voulu soumettre. Elle aurait voulu lui faire sentir sa domination. Si seulement elle pouvait la faire pleurer, la tenir à sa merci, l'humilier, qu'elle tombe à genoux en criant « Vous avez raison !» Mais ce ne pouvait être que par la volonté de Dieu, pas par celle de Miss Kilman. Il fallait que ce soit une victoire religieuse. Et elle fulminait intérieurement, l'air outragé. Clarissa était scandalisée. Ça, une chrétienne? Cette femme lui avait pris sa fille, et elle prétendait être en contact avec des présences invisibles? Lourde, ingrate, commune, sans grâce ni générosité, et elle prétendait connaître le sens de la vie. « Vous emmenez Élisabeth aux galeries ?» dit Mrs. Dalloway. Miss Kilman répondit que oui. Elles étaient plantées là. Miss Kilman n'allait pas faire des frais. Elle avait toujours gagné sa vie. Elle connaissait l'histoire moderne sur le bout des doigts. Sur ses maigres revenus, elle prélevait ce qu'elle pouvait pour les causes auxquelles elle croyait, alors que cette femme ne faisait rien, ne croyait en rien. Élevait sa fille, mais justement Élisabeth arrivait, un peu essoufflée, belle comme un cœur. Donc, elles allaient aux Army and Navy Stores. Et c'était bizarre. Au fur et à mesure que les secondes passaient, et que Miss Kilman restait là plantée, pour être plantée elle l'était, puissante et taciturne comme un monstre préhistorique armé de sa cuirasse et prête à se défendre contre d'autres monstres, l'idée qu'elle s'en faisait diminuer. La haine, sentiment destiné aux idées, pas aux gens, s'effritait. Elle perdait de sa méchanceté, de sa stature, devenait tout simplement Miss Kilman dans son mackintosh, quelqu'un à qui Clarissa, Dieu sait, aurait voulu pouvoir rendre service. À voir rapetisser le monstre, Clarissa se mit à rire. Elle rit en leur disant au revoir. Et les voilà prenant le départ, Miss Kilman et Élisabeth, descendant l'escalier. Prise d'une impulsion soudaine, d'une panique soudaine, car cette femme lui enlevait sa fille, Clarissa se pencha au-dessus de la balustrade et cria « N'oubliez pas la soirée! Pensez à notre réception de ce soir !» Mais Élisabeth avait déjà ouvert la porte d'entrée. Un camion passait. Elle ne répondit pas. « L'amour et la religion, » se dit Clarissa en retournant dans le salon, le sang aux joues. Quelle horreur, quelle horreur! Car maintenant qu'elle n'avait plus sous les yeux la présence de Miss Kilman, c'était l'idée qui la révoltait. Les choses les plus cruelles du monde, pensa-t-elle, et elle se les représentait maladroites, suantes et soufflant, dominatrices, hypocrites, indiscrètes, jalouses, infiniment cruelles et sans scrupules, habillées en mackintosh sur le palier, l'amour et la religion. Avait-elle jamais, quant à elle, cherché à convertir qui que ce soit? Ne souhaitait-elle pas que les gens restent eux-mêmes, tout simplement? Et elle regarda par la fenêtre la vieille dame d'en face qui montait péniblement chez elle. Qu'elle monte si ça lui plaisait, puis qu'elle s'arrête, puis qu'elle aille, comme Clarissa l'avait souvent vu faire, rejoindre sa chambre, écarter les rideaux et disparaître dans les profondeurs de l'appartement. On ne pouvait que respecter cela en un sens, cette vieille femme qui regardait par la fenêtre, sans se douter le moins du monde que quelqu'un l'observait. Il y avait là une sorte de solennité, mais ce serait détruit par l'amour et la religion, quel que soit le nom qu'on donne à la chose, disons l'intimité de l'âme. L'odieuse Kilman détruirait cela. Pourtant,
C'était un spectacle qui la mettait au bord des larmes. L'amour lui aussi était destructeur. Tout ce qui était beau, tout ce qui était vrai, était voué à disparaître. Prenez Peter Walsh, par exemple. Voilà un homme charmant, intelligent, qui a des idées sur tout. Si vous vouliez en savoir plus long sur Pope, disons, ou sur Addison, ou seulement bavarder sur des sujets futiles, à quoi ressemblent les gens, ce que veut dire telle ou telle chose, Peter était l'homme qu'il vous fallait. C'était Peter qui l'avait aidé, Peter qui lui avait prêté des livres. Mais regardez les femmes qu'il aimait, vulgaires, ordinaires, communes. Représentez-vous Peter amoureux. Au bout de toutes ces années, il vient la voir et de quoi est-ce qu'il lui parle? De lui. Passion détestable, se dit-elle. Dégradante, se dit-elle, pensant à Killman et à son Elizabeth qui se dirigeaient vers les Army and Navy Stores. Big Ben sonna la demi-heure. Comme c'était extraordinaire, étrange, oui, touchant, de voir la vieille dame. Cela faisait des années et des années qu'elles étaient voisines. S'éloigner de la fenêtre, comme si elle était attachée à ce son, à ce cordon. Si gigantesque que ce fût, c'était quelque chose à quoi elle était reliée. Au milieu des choses les plus ordinaires, l'index s'abaissait, donnant à l'instant une solennité. C'était comme un signal, se racontait Clarissa, qui l'obligeait à bouger, à s'éloigner. Mais pour aller où? Clarissa tenta de la suivre des yeux tandis qu'elle s'éloignait et disparaissait, et aperçut tout juste son bonnet blanc qui bougeait dans les profondeurs de la chambre. Elle était toujours là, se déplaçant à l'autre bout de la pièce. Pourquoi ces credos, ces prières, ces macintosh? Alors que, se disait Clarissa, c'est cela le miracle, c'est là qu'est le mystère, cette vieille dame qu'elle voyait aller de la commode à la coiffeuse. Elle la voyait toujours. Et le mystère suprême que Killman prétendrait peut-être avoir résolu, ou que Peter prétendrait avoir résolu, mais Clarissa était persuadée qu'aucun des deux n'avait la moindre idée de ce que c'est que résoudre un mystère, c'était tout simplement ceci. Une chambre se trouve ici, l'autre se trouve là. Était-ce la religion qui donnait la réponse, ou l'amour? L'amour? Mais voici que l'autre horloge, celle qui sonnait toujours 2 minutes après Big Ben, arriva avec ses gros sabots, et sa hotte pleine d'objets dépareillés qu'elle déversa comme pour dire Big Ben dans toute sa gloire, qui représente la loi solennelle équitable, c'est une chose, mais il y a aussi plein de petites choses à ne pas oublier. Mrs. Marsham, Ellie Henderson, les coupes pour les glaces. Toutes sortes de petites choses vinrent danser dans le sillage de ce coup solennel, qui venait de tomber, plat comme un lingot d'or, sur la mer. Mrs. Marsham, Ellie Henderson, les coupes pour les glaces. Il fallait téléphoner tout de suite. Pleine de volubilité, d'agitation, l'horloge en retard sonnait, la hotte pleine de pacotille dans le sillage de Big Ben. Exténuée, brisée par l'assaut des charrettes, la brutalité des camions, la progression pleine d'élan de millions d'hommes anguleux, de femmes qui paradaient, par les dômes et les flèches des bureaux et des hôpitaux, les dernières reliques de sa hotte pleine d'objets dépareillés semblèrent venir se briser, comme l'écume d'une vague épuisée, sur le corps de Miss Killman qui se tenait immobile dans la rue, le temps de murmurer « C'est la chair ». C'est la chair qu'elle devait dominer. Clarissa Dalloway l'avait insultée. Cela, elle s'y attendait. Mais elle n'avait pas triomphé. Elle n'avait pas maîtrisé la chair. Sa laideur, sa gaucherie, c'est de cela que Clarissa s'était moquée, réveillant ainsi en elle les tourments de la chair, car elle souffrait de l'allure qu'elle avait à côté de Clarissa, et elle ne pouvait pas parler comme elle. Mais pourquoi vouloir lui ressembler? Pourquoi? Elle la méprisait du plus profond du cœur. Mrs. Dalloway n'avait aucun esprit de sérieux, aucun sens moral. Sa vie était un tissu de vanités et de mensonges. Malgré tout, Doris Killman avait eu le dessous. Elle avait bien failli, en fait, fondre en larmes lorsque Clarissa Dalloway s'était moquée d'elle. C'est la chair, marmonnait-elle. Il était dans ses habitudes de se parler toute seule, s'efforçant, tout en marchant dans Victoria Street, de surmonter ce sentiment douloureux qui l'assaillait. Je vous en prie, mon Dieu, ce n'était pas de sa faute, si elle était laide. Elle n'avait pas de quoi s'acheter des vêtements saillants. Clarissa Dalloway s'était moquée, mais elle allait se forcer à penser à autre chose jusqu'à la boîte aux lettres. En tout cas, elle avait Élisabeth. Mais elle allait penser à autre chose. Elle allait penser à la Russie, jusqu'à la boîte aux lettres. Comme il doit faire beau à la campagne, dit-elle, luttant, comme Mr. Whittaker lui avait dit de le faire,
pour surmonter cette rancune qu'elle avait contre le monde entier, ce monde qui l'avait méprisée, qui s'était moqué d'elle, qui l'avait rejetée, ce monde qui avait commencé par lui infliger cet affront, un corps ingrat dont la vue indisposait les gens. Elle avait beau se coiffer du mieux qu'elle pouvait, son front ressemblait toujours à un œuf, blanc, dégarni. Aucun vêtement ne lui allait, quoi qu'elle achète. Pour une femme, bien sûr, cela voulait dire ne jamais rencontrer le sexe opposé. Elle ne serait jamais la première dans le cœur de quelqu'un. Récemment, il lui était arrivé de penser que, à part Élisabeth, la seule chose qui comptait pour elle, c'était ses petits plats, son petit confort, son dîner, son thé, sa boule d'eau chaude le soir. Mais il fallait lutter, vaincre, avoir foi en Dieu. Mr. Whittaker avait dit que son existence avait un sens. Mais personne ne savait combien elle souffrait. Il avait dit, en montrant du doigt le crucifix, que Dieu, lui, le savait. Mais pourquoi fallait-il qu'elle souffre, elle, alors que des femmes comme Clarissa Dalloway passaient à travers les gouttes? La connaissance vient par la souffrance, avait dit Mr. Whittaker. Elle avait dépassé la boîte à lettres, et Elizabeth était entrée au rayon des tabacs, frais et sombres, des Army and Navy Stores, tandis qu'elle continuait à marmonner toute seule, se répétant ce que Mr. Whittaker avait dit au sujet de la connaissance qui vient par la souffrance et la chair. La chair, marmonna-t-elle. À quel rayon voulait-elle aller? L'interrompit Élisabeth. Les jupons, dit-elle brusquement, et elle fonça droit vers l'ascenseur. Elles montèrent. Élisabeth lui montrait le chemin, par ici, par là, la guidait, au milieu de sa distraction, comme si elle avait été une grande enfant, un cuirassé difficile à manœuvrer. Les jupons étaient là, beiges, convenables, rayés, frivoles, opaques, immatériels. Et, au milieu de sa distraction, elle choisit avec un tel sérieux que la vendeuse la crut folle. Élisabeth se demandait un peu, pendant qu'on faisait le paquet, à quoi Miss Kilman pouvait bien penser. C'était le moment de prendre le thé, dit Miss Kilman, retrouvant ses esprits. Elles prirent le thé. Élisabeth se demandait un peu si Miss Kilman avait aussi faim que ça. C'était sa façon de manger avec concentration, puis ensuite de loucher sur une assiette de gâteaux glacés sur la table à côté. Puis, lorsqu'une dame et un enfant vinrent s'asseoir, et que l'enfant prit l'un des gâteaux, se pouvait-il qu'elle fût vraiment contrariée? Parfaitement, Miss Kilman était contrariée. C'était celui-là qu'elle voulait, le rose. La gourmandise était pratiquement le seul plaisir qui lui restait, et même cela, il fallait qu'on l'en prive. Quand les gens sont heureux, avait-elle dit à Élisabeth, ils ont une réserve dans laquelle puiser, alors qu'elle, elle était comme une roue dégonflée. Elle aimait bien ce genre de métaphore, qui cahote sur les gravillons. Voilà ce qu'elle disait en restant près de la cheminée après la leçon, avec son sac bourré de livres, son cartable, comme elle l'appelait, le mardi matin, une fois la leçon terminée. Et elle parlait aussi de la guerre. Après tout, il y avait des gens qui ne pensaient pas que les Anglais avaient forcément raison tout le temps. Il y avait des livres, il y avait des réunions, il y avait d'autres points de vue. Élisabeth aimerait-elle venir avec elle écouter un tel, un vieux monsieur à l'allure extraordinaire? Et Miss Kilman l'avait emmenée à Kensington, à une église, et elles avaient pris le thé avec un pasteur. Elle lui avait prêté des livres. Le barreau, la médecine, la politique, tous les métiers sont ouverts aux femmes de votre génération, avait dit Miss Kilman. Alors qu'elle, sa carrière était complètement à l'eau. Et est-ce que c'était de sa faute? Oh, bien sûr que non, avait dit Élisabeth. Et une fois, sa mère était entrée en disant qu'un grand cajot de fleurs venait d'arriver de Boughton. Est-ce que Miss Kilman voudrait en emporter quelques-unes? Elle était toujours très, très gentille avec Miss Kilman, mais Miss Kilman avait serré les fleurs sous le bras sans ménagement, et elle ne faisait pas de frais de conversation, et ce qui intéressait Miss Kilman ennuyait sa mère à mourir, et Miss Kilman et sa mère, ensemble, ça n'allait pas du tout. Miss Kilman faisait son importante, elle avait un physique ingrat, mais elle était formidablement intelligente. Élisabeth ne s'était jamais tellement inquiétée des pauvres. Sa famille vivait dans l'aisance, sa mère prenait son petit déjeuner dans son lit tous les matins, c'est Lucie qui lui montait le plateau. Élisabeth aimait bien les vieilles dames parce que c'étaient des duchesses et qu'elles avaient un lord parmi leurs ancêtres. Mais Miss Kilman avait dit, un de ces mardis matins après la fin de la leçon, « Mon grand-père était marchand de couleurs à Kensington. » Miss Kilman ne ressemblait à personne de sa connaissance. On était dans ses petits souliers avec elle. Miss Kilman reprit une tasse de thé. Élisabeth, avec son port oriental, son air de mystère impénétrable, se tenait très droite. Non merci, elle ne voulait plus rien. Elle chercha ses gants blancs. Ils étaient sous la table.
Oh, mais il ne fallait pas qu'elle parte. Miss Killman ne pouvait pas la laisser partir. Cette jeunesse, radieuse de beauté, cette jeune fille qu'elle aimait de toute son âme. Sa grande main s'ouvrit et se referma en se posant sur la table. Mais il y avait comme un petit passage à vide. C'est ce que ressentait Élisabeth. Et elle avait réellement envie de partir. Mais, dit Miss Killman, je n'ai pas encore tout à fait fini. En ce cas, naturellement, Élisabeth attendrait. Mais il faisait un petit peu étouffant. Vous allez à la réception ce soir demanda Miss Killman. Élisabeth pensait que oui. Sa mère souhaitait qu'elle vienne. Il ne fallait pas qu'elle se laisse absorber par les réceptions, dit Miss Killman en attrapant le dernier quart d'un éclair au chocolat. Elle n'aimait pas beaucoup les soirées, dit Élisabeth. Miss Killman ouvrit la bouche, bascula légèrement le menton en avant et avala le dernier quart de l'éclair au chocolat. Puis elle s'essuya les doigts et fit tourner le thé dans sa tasse. Elle allait éclater, se dit-elle. Elle souffrait intolérablement. Si elle pouvait la saisir, si elle pouvait l'étreindre, si elle pouvait la faire sienne absolument et pour toujours, puis mourir, c'est tout ce qu'elle voulait. Mais être assise là, incapable de trouver quelque chose à dire, voir Élisabeth se retourner contre elle, sentir qu'à elle aussi elle inspirait du dégoût, c'en était trop. Elle ne pouvait le supporter. Les doigts épais se recroquevillèrent. « Je ne vais jamais à des soirées, dit Miss Killman, rien que pour empêcher Élisabeth d'y aller. Les gens ne m'invitent pas à des soirées. Et elle sut à l'instant même où elle disait cela que c'était cette forme même d'égocentrisme qui était sa perte. Mr. Whittaker l'avait prévenue, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle avait trop souffert. « Pourquoi est-ce qu'il m'inviterait » dit-elle. « Je ne suis pas belle, je ne suis pas heureuse. » Elle savait que c'était idiot. Mais c'étaient tous ces gens qui passaient, ces gens avec des paquets qui la méprisaient, qui lui faisaient dire ça. Tout de même, elle était Doris Killman. Elle avait son diplôme universitaire. Elle était une femme qui avait fait son chemin dans la vie. Sa connaissance de l'histoire moderne était plus que respectable. « Je ne me plains pas, dit-elle. Je plains... » Elle voulait dire votre mère, mais non, elle ne pouvait pas, pas Élisabeth. « Je plains les autres, dit-elle, davantage. » Comme une bête privée de langage qu'on a amenée près d'une barrière dans un but inconnu et qui se tient là, n'ayant qu'une envie, celle de repartir au galop, Élisabeth Dalloway restait assise, muette. Est-ce que Miss Killman allait encore dire quelque chose ? « Ne m'oubliez pas tout à fait, dit Doris Killman. Sa voix tremblotait. Aussitôt la bête fila au galop jusqu'à l'autre bout du champ. La grande main s'ouvrit et se referma. Élisabeth tourna la tête. La serveuse arriva. Il fallait payer à la caisse, dit Élisabeth, et elle partit, tirant derrière elle, c'est comme cela que Miss Killman ressentit la chose, les entrailles de son corps, les étirant sur toute la longueur de la pièce, puis, l'achevant d'un dernier coup sec, elle fit un signe de tête poli et sortit. Et je crois que je vais m'arrêter là, mais je ne suis pas sûr. Je suis désolé. 223, et j'avais dit que je lisais 12 pages, c'est ça que j'avais dit? Ah, mais en fait, j'aurais dû m'arrêter avant. Je me disais aussi, c'est bizarre, je retrouve pas le passage que j'avais présélectionné. Bref. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour la première phase de lecture de ce soir, alors tant pis, la deuxième sera plus courte. C'est pas grave. Nous passons à la pause, les amis. Courte pause. Comme je le disais à l'instant, je me suis laissé embarquer dans la lecture et du coup j'ai coupé un peu plus tard que ce que j'aurais voulu à la base. C'est pas grave. La deuxième partie de lecture sera de seulement 10 pages et puis la dernière sera un peu plus longue. Quant à elle, euh, mais qu'est-ce que j'allais dire encore? Qu'est-ce que j'allais dire encore? Je suis perdu dans ma tête du coup d'avoir mal fait ma découpe entre guillemets. Mais oui, du coup, on va partir, on va continuer avec Miss Killman et Elisabeth a priori. On a encore changé de personnage. Je pensais qu'on allait davantage rester accroché à Clarissa Dalloway, mais en fait, on a eu une petite inversion pas mal, je trouve. On n'a pas encore forcément vu ça de cette manière dans la narration de Virginia Woolf, il me semble.
On est passé de manière encore une fois assez fluide, presque sans s'en rendre compte, de Clarissa Dalloway et davantage de sa manière de penser en quelque sorte, à Doris Killman et sa manière à penser à elle. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, on a le narrateur qui semble coller un petit peu aux pensées des personnages à chaque fois. Et là, de passer de Mrs. Dalloway elle-même à un personnage qui critique un peu Mrs. Dalloway, qui la déteste entre guillemets, c'est hyper intéressant, je trouve, comme inversion. Parce que du coup, ça nous donne un kaléidoscope, ça nous donne plusieurs points de vue, ça nous donne un, le côté face et le côté pile et face d'une même pièce. Donc c'est intéressant d'avoir ce portrait dressé de Mrs. Dalloway de plusieurs façons, de plusieurs manières et à la suite comme ça. Je trouve ça hyper intéressant comme méthode. Et du coup, bonne promenade Nanu, merci d'être passé, je te souhaite une bonne soirée. L'écoute aux portes qui nous dit: j'aime bien cette façon de décrire un même événement en évoquant les pensées de plusieurs personnes, de plusieurs personnages. Ouais, un procédé qui est pas mal utilisé et je trouve que je trouve qu'il n'y a pas de demi-mesure en général avec ces procédés-là. Soit ça fait très factice, en fait c'est ça, soit c'est raté, soit c'est réussi. C'est con ce que je dis, mais soit ça fait très factice et très superflu, très gadget, soit au contraire ça c'est réussi et ça semble indispensable et super bien vu et super bien foutu et parce que c'est très technique à organiser comme genre de procédé je trouve. Et là je trouve que Virginia Woolf l'a très bien fait. J'ai été étonné, alors je sais pas si c'est une info qu'on avait depuis le début, mais je sais pas, j'avais pas cette impression. J'ai été étonné d'apprendre que Mrs. Dalloway avait une fille. Je sais pas si on nous l'avait déjà dit et que j'ai juste pas tiqué. Mais je sais pas, là, ça m'a sauté au visage comme ça, je sais pas, ça a été une prise de conscience d'un seul coup. Donc intéressant. Surtout si c'est vraiment la première fois qu'on nous en parle, je trouve ça vraiment étrange, mais en même temps intéressant. Et encore une fois, tout un tas de thèmes un peu plus vastes ont été évoqués par la psyché d'un personnage, à savoir Doris Killman, donc c'est hyper intéressant, à savoir encore une fois la guerre, mais aussi l'amour et la religion. Euh, et ça pour le coup plus du point de vue de Mrs. Dalloway. Mais hyper intéressant encore une fois ce discours mêlé. Là je trouve vraiment qu'il y a eu un espèce d'amalgame entre deux narrations croisées. Donc c'était hyper intéressant. Ça variait encore un peu l'exercice de ce narrateur singulier. Donc je trouve ça hyper intéressant. Si c'était dit plus haut, eh bien je suis naze. Comme quoi, enfin en même temps c'est logique, hein, on peut pas assimiler toutes les informations quand on lit quoi que ce soit de toute manière, mais euh, j'essaie d'être concentré sur les lectures à voix haute parce que de toute manière ça demande de la concentration. Et ça me semble quand même une information importante. Et pourtant, je sais pas, ça m'est totalement sorti de l'esprit, c'est complètement passé à la trappe pour moi. C'est marrant. Et du coup, il y a encore ce discours aussi sur la bourgeoisie, sur les relations entre les êtres humains, etc. Il y a un peu comme ça des messages qui se glissent de ci, de là sur, euh, sur l'apparence aussi, sur sur ce monde, en fait c'est ça, hein, sur ce monde de paraître et d'être, en quelque sorte. Et du coup, des petits positionnements sur est-ce qu'il vaut mieux paraître ou est-ce qu'il vaut mieux être? Est-ce qu'il vaut mieux être riche ou est-ce qu'il vaut mieux être heureux et ainsi de suite. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mêlent. C'est assez fragment. En fait, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire que c'est assez fragmentaire et en même temps, c'est pas tellement fragmenté. C'est-à-dire que c'est plein de fragments mais collés les uns aux autres qui forment une énorme mosaïque, quoi. Il y a beaucoup de choses éparpillées dans ce récit, nous dit l'écoute aux portes. Bah ouais, voilà, c'est un peu ça en fait. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'éléments différents, mais qui forment un joli collage tous ensemble, quoi.
Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de se souvenir de toutes les infos non plus. Ah ouais, ah oui, d'accord. Donc ouais, j'ai vraiment loupé l'information ou j'ai zappé quoi entre-temps. Après, je dois vous avouer qu'encore une fois, ce ne sont pas les personnages qui m'attirent le plus potentiellement, je sais pas trop. Ça dépend, ça dépend. Après, je trouve ça vraiment cool d'avoir plusieurs points de vue comme ça. Je sais pas. Ah, je sais pas. Autant sur les premiers lives de Mrs. Dalloway, j'étais vraiment très enthousiaste. Autant je commence à me faire à la structure et tout, et je continue de trouver ça très très bien fait, mais ça devient moins ma came entre guillemets. Une fois que j'ai analysé et assimilé le processus, et le fait que oui, c'était vraiment bien écrit et vraiment bien euh, mince, manufacturé entre guillemets. Euh, et voilà, tout ça, ça m'a plu. Après, dans les faits, c'est pas tellement des thèmes qui m'intéressent, pour être franc, les thèmes de la guerre, les thèmes de la bourgeoisie, etc. C'est en général pas des choses qui m'intéressent. Mais bon, c'est intéressant quand même. C'est ça le truc, c'est que ce ne sont pas des choses qui entrent dans mes goûts personnels, mais je sais reconnaître que c'est intéressant et que Virginia Woolf euh, les met en ordre de manière intéressante, quoi. Bah, c'est possible l'écoute aux portes, j'avoue que là je saurais pas du tout retrouver, j'ai vraiment aucun souvenir de ça. Bref, je vais pas trop m'attarder parce que comme je le disais, bah déjà les lectures commencent à s'accumuler sur Mrs. Dalloway, donc j'ai pas envie de me répéter avec des choses que j'aurais déjà pu dire des fois précédentes. Et puis surtout, on n'a pas beaucoup de textes à lire ce soir, donc je préfère lire davantage que je ne parle. Et pour cette raison, je vous propose de swap directement. J'espère qu'on n'entend pas trop le souffle de mon ventilateur dans mon micro, parce que je ne sais pas pour quelle raison il a soudainement décidé de bien s'activer fortement. Bon, déjà, quand je fais un silence, le micro ne le détecte pas, c'est déjà bon signe. Mais après, il est possible que lorsque je parle, vous entendiez en fond un petit ouh. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop dérangeant, désolé. Allez, on est reparti sur ce moment entre Elisabeth et Doris Killman, qui sont du coup en train de boire le thé, tout ça, et qui vraisemblablement vont arrêter d'ailleurs ce qu'elles étaient en train de faire. Moi, je vais m'arrêter, j'avais calculé ça déjà. Allez, il faut que je le retrouve. Je pense que je m'arrêterai là. Ok, donc vraiment, je vais pas lire beaucoup là. Ou bien je m'arrête là carrément. Ouais, non, je vais m'arrêter là, c'est mieux. Bref, bref, donc là, ça va être très court, une dizaine de pages. Et ensuite, ça sera de nouveau un peu plus long pour la dernière phase de lecture de ce soir. Bonne écoute, l'écoute aux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat Twitch et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la dernière pause. Mrs. Dalloway, suite. La grande main s'ouvrit et se referma. Élisabeth tourna la tête. La serveuse arriva. Il fallait payer à la caisse, dit Élisabeth, et elle partit, tirant derrière elle, c'est comme cela que Miss Kilman ressentit la chose, les entrailles de son corps, les étirant sur toute la longueur de la pièce, puis, l'achevant d'un dernier coup sec, elle fit un signe de tête poli et sortit. Elle était partie. Miss Kilman restait assise devant le guéridon de marbre, au milieu des éclairs, assaillie, une fois, deux fois, trois fois, par une douleur brusque et lancinante. Elle était partie. Mrs. Dalloway avait gagné. Élisabeth était partie. La beauté était partie, et la jeunesse. Elle était là sur sa chaise. Elle se leva, se fraya maladroitement un chemin parmi les petites tables, titubant légèrement, et quelqu'un la rattrapa pour lui rendre son jupon, et elle se perdit, et se retrouva au milieu des mâles cabines pour les Indes, se retrouva ensuite au rayon maternité et layette, passa au milieu de tous les articles du monde, denrées périssables ou bien durables, jambon,
médicaments, fleurs, papeterie, tout cela dégageant des odeurs diverses entre l'aigre et le doux. Et elle avait, et elle avait, et elle avançait en tanguant, et se surprit soudain, tanguant avec son chapeau de travers, rouge et congestionné, en pied dans une glace. Elle finit par émerger dans la rue. La tour de la cathédrale de Westminster s'élevait devant elle, la demeure de Dieu. Au milieu de la circulation, il y avait la demeure de Dieu. Obstinée, elle se dirigea, avec son paquet, vers cet autre sanctuaire, l'abbaye, et là, dressant ses mains comme une tente devant son visage, elle resta assise à côté de ceux qui avaient également trouvé refuge là. Tous les fidèles si disparates, dépouillés de leur rang social, presque de leur sexe, lorsqu'ils couvraient leur visage de leurs mains. Mais dès qu'ils les enlevaient, ils redevenaient aussitôt des bourgeois et des bourgeoises anglais, respectueux, désireux pour certains d'admirer les effigies de cire. Mais Miss Kilman continuait à abriter son visage derrière la tente. Parfois, elle était toute seule, parfois, on venait la rejoindre. De nouveaux fidèles venaient de la rue remplacer les flâneurs, et, cependant que les gens faisaient le tour de l'église, passant en traînant les pieds devant la tombe du soldat inconnu, elle gardait les doigts devant ses yeux, et essayait, dans cette double obscurité, car la lumière de l'abbaye était abstraite, de s'élever au-dessus des vanités, des désirs, des marchandises, de se débarrasser aussi bien de la haine que de l'amour. Ses mains étaient agitées de mouvements convulsifs. Elle semblait se débattre. Pourtant, Dieu était accessible à d'autres, qui empruntaient sans peine la voie qui mène à lui. Mr. Fletcher, retraité du ministère des Finances, Mrs. Gorham, veuve du fameux avocat de la couronne, s'approchaient de lui simplement. Une fois leur prière terminée, ils s'appuyèrent contre le dossier de leur chaise, écoutèrent avec plaisir la musique, l'orgue les berçait doucement, et virent Miss Kilman au bout de la travée qui priait, Et n'ayant pas complètement franchi le seuil de leur univers intérieur, ils pensèrent à elle avec compassion, comme à une âme qui hantait ce même territoire, une âme taillée dans une substance immatérielle, pas une femme, une âme. Mais Mr. Fletcher devait s'en aller. Il fallait qu'il passe devant elle et, étant lui-même tiré à 4 épingles, il ne put s'empêcher d'être un peu attristé par l'allure confuse et désordonnée de cette pauvre dame, avec ses cheveux qui tombaient, son paquet par terre. Elle ne lui fraya pas tout de suite un passage. Mais tandis qu'il restait là à regarder autour de lui le marbre blanc, les vitraux gris et les trésors accumulés, car il était très fier de l'abbaye, il fut impressionné par l'allure imposante, robuste, de cette femme assise qui bougeait de temps en temps les genoux. C'était si dur pour elle de s'approcher de Dieu, ses désirs étaient si rudes. Comme Mrs. Dalloway avait été impressionnée, elle n'arriva pas, de tout l'après-midi, à s'empêcher de penser à elle. Et le révérend Edward Whittaker, et également Elizabeth. Elizabeth, elle, attendait l'omnibus dans Victoria Street. C'était bien agréable de se retrouver dans la rue. Elle se dit qu'elle n'était peut-être pas obligée de rentrer tout de suite, il faisait si bon dehors. Elle allait donc prendre l'omnibus. Et déjà, tandis qu'elle se tenait là, dans ses vêtements extrêmement bien coupés, cela commençait. Les gens commençaient à la comparer à un peuplier, à l'aurore qui se lève, à une jacinthe, à un faon, à l'eau vive, à un lys blanc. Et cela lui rendait la vie pesante, car elle préférait de beaucoup qu'on la laisse tranquille, à la campagne, libre de faire ce qui lui plaisait. Mais il fallait toujours qu'on la compare au lys blanc, et il fallait qu'elle sorte dans le monde, et Londres était mortelle par rapport au plaisir d'être toute seule à la campagne avec son père et avec les chiens. Les omnibus venaient se poser, s'arrêtaient, repartaient, roulottes de saltimbanques rutilantes, peinturlurées en rouge et en jaune. Mais lequel prendre? Elle n'avait pas de préférence particulière. En tout cas, elle ne voulait pas avoir à se bousculer pour monter. Elle avait tendance à être plutôt passive. Son visage manquait d'expression, mais elle avait de jolis yeux, des yeux chinois, orientaux, et, comme le disait sa mère avec ses jolies épaules et sa façon de se tenir très droite, on la trouvait toujours charmante. Et ces derniers temps, dès qu'elle prenait l'air de s'intéresser à quelque chose, car elle n'était jamais passionnée, on pouvait dire qu'elle était presque belle, avec un port de reine, un air de grande sérénité. À quoi pouvait-elle penser? Les hommes tombaient tous amoureux d'elle, et elle s'ennuyait à mourir. Parce que cela commençait. Sa mère le voyait bien. Cela commençait, les compliments. Qu'elle n'en fasse pas plus de cas, non plus qu'à sa façon de s'habiller. Parfois cela préoccupait Clarissa, mais au fond,
cela valait peut-être mieux, avec tous ces cochons d'Inde, tous ces jeunes chiots pas encore vaccinés autour d'elle. Et puis cela lui donnait un charme particulier. Et voilà qu'il y avait cette amitié bizarre entre Miss Kilman et elle. Bah, se disait Clarissa, vers 3 heures du matin, en train de lire le baron Marbeau, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Cela prouve qu'elle a du cœur. Tout à coup, Élisabeth fit un pas en avant et monta dans l'omnibus avec maestria devant tout le monde. Elle alla s'asseoir sur l'impériale, la monture impétueuse, un pirate, démarra en catastrophe, fila bon train. Elle dut se retenir à la barre pour ne pas perdre l'équilibre, car c'était bien un omnibus pirate, téméraire, sans scrupules, qui fonçait hardiment, esquivait l'obstacle à la dernière seconde, attrapait un voyageur par-ci, en laissait un autre en rade, se faufilait comme une anguille et maître du monde, puis filait toute voile dehors vers Whitehall. Pendant ce temps-là, Élisabeth accordait-elle une pensée à la pauvre Miss Kilman, qu'il aimait sans jalousie, pour qui elle avait été un fan en plein jour, un rayon de lune au milieu de la clairière? Elle était ravie de se sentir libre. L'air était exquis. Au Army and Navy Stores, Dieu sait qu'il faisait étouffant. Maintenant, c'était comme d'être à cheval, de filer sur Whitehall. Et à chaque mouvement de l'omnibus, le corps gracieux dans un manteau de couleur fauve réagissait spontanément, comme un cavalier, comme une proue de navire, car la brise dérangeait tant soit peu sa mise. La chaleur donnait à ses joues la pâleur du bois peint en blanc, et ses jolis yeux, qui ne pouvaient se plonger dans aucun autre regard, fixaient droit devant eux, vides, brillants, avec l'innocence imperturbable d'une statue. C'est le fait qu'elle parlait tout le temps de ses propres souffrances qui rendait Miss Kilman si difficile à supporter. Avait-elle vraiment des raisons de se plaindre? Si c'était le fait d'être dans des conseils ou des commissions, et d'y consacrer des heures chaque jour pour aider les pauvres, Dieu sait que son père en faisait autant. À Londres, elle ne le voyait pratiquement jamais. Si c'était cela que Miss Kilman entendait par charité chrétienne, difficile à dire. Ah, elle irait volontiers un petit peu plus loin. Pour aller jusqu'au Strand, c'était un penny de plus? Eh bien, voici un penny, en ce cas, et allons jusqu'au Strand. Elle aimait bien les gens malades. Et tous les métiers sont ouverts aux femmes de votre génération, avait dit Miss Kilman. Donc elle pourrait être médecin. Elle pourrait être fermière. Les animaux sont souvent malades. Elle pourrait être propriétaire de 500 hectares et avoir des gens sous ses ordres. Elle irait les voir dans leur cottage. Tiens, c'était Somerset House. On pouvait être une excellente fermière, et cela d'ailleurs, bizarrement, même si Miss Kilman y avait sa part, c'était en grande partie dû à Somerset House. Il avait une telle allure, une telle dignité, ce grand bâtiment gris. Elle aimait sentir la présence des gens au travail. Elle aimait ces deux églises, en forme de papier gris découpé, comme des bateaux fendant les flots au milieu du Strand. C'était très différent, comme impression, de Westminster, se dit-elle, descendant à Chancery Lane. Un quartier sérieux, animé. Bref, elle aimerait avoir un métier. Elle deviendrait médecin, fermière, ou qui sait, députée, si elle le jugeait utile, et tout cela à cause du Strand. Les pieds de tous ces gens qui s'activaient à qui mieux, leurs mains qui posaient pierre sur pierre, leurs esprits occupés en permanence, non par de frivoles bavardages, comparer les femmes à des peupliers, ce qui était piquant certes, mais vraiment trop bête, mais par les transports maritimes, les affaires, la justice, l'administration, et tout ça dans un monde majestueux. Elle était dans le quartier du Temple, gai, la Tamise passait tout près, pieux, il y avait là l'église du Temple. Tout cela la confirmait dans sa résolution de devenir soit fermière, soit médecin. Mais bien sûr, elle était plutôt paresseuse. Et il valait mieux ne pas en souffler mot. Ça faisait bête. C'était le genre de chose qui se produit parfois quand on est seul. Des bâtiments qui ne portent pas le nom de leur architecte, des foules qui reviennent de la City ont plus d'influence que les pasteurs de Kensington, que tous les livres que Miss Kilman vous a prêtés, pour éveiller ceux qui dormaient, craintifs, malhabiles, dans les fonds sablonneux de l'esprit, et le faire émerger à la surface comme un enfant qui brusquement étend les bras. Ce n'était peut-être rien de plus, rien qu'un souvenir, un bras content, un brusque élan, une révélation, quelque chose qui vous marquera pour toujours, et puis cela retombait dans les fonds sablonneux. Il fallait qu'elle rentre. Il fallait qu'elle s'habille pour le dîner. Mais quelle heure était-il? Où y avait-il une horloge? Devant elle s'ouvrait Fleet Street. Elle fit quelques pas en direction de Saint-Paul, timidement, comme une personne qui, sur la pointe des pieds, explore la nuit, la chandelle à la main, une maison inconnue, inquiète à l'idée que le propriétaire peut à tout instant ouvrir grand la porte de sa chambre et lui demander ce qu'elle fait là. Elle n'osait pas s'aventurer dans les ruelles étranges, dans les vénelles
tentante, pas plus qu'elle n'aurait osé, dans une maison inconnue, ouvrir des portes qui pouvaient donner sur une chambre à coucher ou un salon, ou qui pouvaient mener droit au garde-manger. Car les Dalloway n'avaient pas l'habitude d'arpenter tous les jours le Strand. Elle était une pionnière, une brebis égarée. Elle s'exposait, confiante. Par bien des côtés, se disait sa mère, elle était très juvénile, encore une enfant, attachée à ses poupées, à ses vieilles pantoufles. Un vrai bébé. Et c'était charmant. Mais, chez les Dalloway, on avait la tradition du service public. Des mères abbesses, des directrices de collège, des dignitaires dans la République des femmes. Sans être brillantes, aucune d'entre elles, voilà ce qu'elles étaient. Elle avança encore un peu en direction de Saint-Paul. Elle aimait le côté sympathique, fraternel, maternel de tout ce tohu-bohu. Une chaleur bienfaisante. Il y avait énormément de bruit, et tout d'un coup, il y eut des trompettes, c'étaient les chômeurs, qui retentirent, métalliques au milieu du vacarme. De la musique militaire, comme si des gens marchaient au pas. Pourtant, si quelqu'un avait été en train de mourir, si une femme venait de rendre son dernier soupir, et que celui qui la veillait, ouvrant la fenêtre où venait de s'accomplir cet acte suprême, avait regardé en bas dans Fleet Street, cette clameur, cette musique militaire serait montée jusqu'à lui, triomphante, consolatrice, indifférente. Et cela, involontairement. Il n'y avait là nulle reconnaissance d'une fortune, d'un destin particulier, et pour cette raison, même pour ceux qui étaient tout engourdis à force de guetter sur le visage des mourants les derniers frémissements de conscience, cette musique était consolante. L'oubli chez les gens peut blesser, leur ingratitude peut vous ronger, mais cette sonorité, qui, année après année, se déversait à flots, finirait par tout emporter. Ce vœu, ce camion, cette vie, cette procession, elle les envelopperait et les emporterait plus loin. Comme, dans le rude courant d'un glacier, la glace enferme une esquille, un pétale bleu, des chênes, et les roule et les entraîne. Mais il était plus tard qu'elle ne croyait. Sa mère n'aimerait pas la savoir toute seule à traîner dans les rues. Elle fit demi-tour et redescendit le Strand. Une bouffée de vent, malgré la chaleur il faisait du vent, vint recouvrir d'un mince voile noir le soleil et le Strand. Les visages se décolorèrent, les omnibus perdirent d'un coup leur éclat. Car même si les nuages étaient d'un blanc de montagne, de sorte qu'on pouvait s'imaginer y tailler des copeaux à l'aide d'une machette, et qu'on distinguait sur leurs flancs de larges pentes dorées, des pelouses dans de célestes jardins des délices, et que tout leur donnait l'apparence de ces jours rassemblés pour un concile des dieux au-dessus du monde, ces nuages étaient animés d'un mouvement perpétuel. Les signes s'intervertissaient, et l'on voyait, comme pour obéir à un plan préétabli, tantôt un sommet s'affaisser, tantôt un bloc de la taille d'une pyramide qui jusque-là s'était maintenu inaltérable, s'avancer au milieu des autres ou mener solennellement la procession vers un nouveau port d'attache. Même s'ils semblaient solides au poste, unis dans une même volonté de repos, rien n'aurait pu être plus neuf, plus libre, plus sensible au moindre contact que la surface blanche comme neige ou tout illuminée d'or. Se transformer, disparaître, démanteler le solennel assemblage, c'était l'effet d'un instant, et malgré la sévère fixité, malgré la robustesse, la fermeté compacte, il plongeait soudain la terre soit dans la lumière, soit dans l'obscurité. Calmement, avec maestria, Elizabeth Dalloway monta dans l'omnibus de Westminster. Ils allaient et venaient, ils faisaient des signes, des signaux, les jeux de lumière et d'ombre qui tantôt rendaient le mur gris, tantôt les bananes jaune vif, tantôt rendaient le Strand gris, tantôt les omnibus jaune vif. Telle est l'impression qu'avait Septimus Warren Smith, allongé sur le sofa dans le salon. Il regardait l'or liquide briller puis se décolorer, avec l'étonnante sensibilité d'un être vivant sur les roses, sur le papier peint. Dehors, les arbres tendaient leurs feuilles comme des filets dans les profondeurs de l'air. Le bruit de l'eau se répandait dans la pièce, et à travers les vagues parvenait le chant des oiseaux. Toutes les puissances déversaient leurs trésors sur sa tête et sa main était posée là, sur le dossier du sofa, comme il avait vu sa main posée lorsqu'il se baignait, qu'il flottait à la surface des vagues, et qu'il entendait loin, très loin sur le rivage, les chiens aboyer, aboyer. « Ne crains plus, dit le cœur enfermé dans la poitrine. Ne crains plus. Il n'avait pas peur. À chaque instant, la nature signalait, par quelque allusion rieuse telle que cette tache d'or qui tournait sur le mur, ici, puis là, sa volonté de manifester, en brandissant ses plumes, en secouant ses tresses, en agitant sa cape de ci de là, magnifiquement, toujours magnifiquement, et en se tenant tout près pour murmurer à travers ses mains en coupe les paroles de Shakespeare, sa volonté de révéler sa signification.
Redzia, assise à la table et triturant un chapeau, le regardait. Elle le vit sourire. Il était heureux, donc. Mais elle ne supportait pas de le voir sourire. Ce n'était pas cela, le mariage. Ce n'était pas être votre mari que d'avoir cet air bizarre, de toujours sursauter, de rire, de rester assis sans parler des heures entières, ou de soudain la saisir par le bras pour lui demander d'écrire sous sa dictée. Le tiroir de la table était plein de ces pages, où il s'agissait de la guerre, de Shakespeare, de grandes découvertes, du fait que la mort n'existe pas. Ces derniers temps, il lui arrivait de se mettre dans un état d'excitation extrême pour rien du tout, et le docteur Holmes et Sir William Bradshaw avaient dit tous les deux que l'excitation c'était très mauvais pour lui. Et il agitait les mains, et criait tout haut qu'il avait découvert la vérité. Il savait tout. Cet homme, cet ami à lui qui s'était fait tuer, Evans, était venu, disait-il. Il chantait derrière le paravent. Elle l'avait écrit exactement comme il l'avait dit. Certaines de ces choses étaient magnifiques, d'autres ne voulaient strictement rien dire. Et puis, il s'arrêtait toujours au milieu. Il changeait d'avis. Il voulait ajouter quelque chose. Il avait entendu quelque chose d'autre. Il écoutait en levant la main. Mais elle n'entendait rien. Et je vais m'arrêter là pour la deuxième partie de lecture de ce soir, les amis. Nous marquons une très courte pause, puisque voilà, j'ai pas lu beaucoup là, mais on passe sur un autre passage, donc voilà, c'était pas mal, je trouve, de couper maintenant. Et là, cette fois-là, la phase de lecture qui s'apprête à arriver sera un peu plus longue. Je pense une vingtaine de minutes au moins. Du coup, là, on a encore une fois opéré un changement. Comme quoi, vraiment, il y a énormément de changements de j'ai envie de dire, de fixation du narrateur. Puisqu'encore une fois, le narrateur se balade de personnage en personnage. C'est un peu ce qu'il semble faire. Euh, et là, encore une fois, dans une transition un peu moins évidente que d'habitude, je dirais. On est passé sur d'autres personnages. Donc déjà, dans un premier temps, on est passé de Doris Killman à Elizabeth Dalloway. Ça, c'était très fluide et très similaire à toutes les transitions qu'on a eues jusqu'alors, je dirais. D'ailleurs, très sympa d'avoir une narration qui vient s'attarder peut-être un petit peu plus sur la psychologie d'un personnage jeune, Elizabeth Dalloway. Ça, je trouve ça très très cool. Et encore une fois, ça montre totalement autre chose. Là, on était dans... Peut-être, je trouve, dans la partie la plus lumineuse du texte jusqu'à présent. Parce que à cette jeunesse était attachée pas mal l'idée d'ambition, quelque part, je trouve. Il y avait un peu un truc comme ça, radieux, qui illumine cette idée de je vais conquérir le monde, entre guillemets, et voilà, cette idée de je vais faire ce que je veux de ma vie, je veux être médecin, je veux être fermière, je ferai ce que je veux. Donc ouais, je trouve que c'était... Je remarque que dans tout le texte, c'était peut-être les passages les plus lumineux, les plus... avec un personnage qui irradie, quoi. Qui jouit, en fait, quelque part de sa jeunesse, tout simplement. Et du coup, bah, de sa force de liberté, entre guillemets. Donc c'était assez sympa d'avoir un passage comme ça change, je trouve, du reste du texte. Bien que, bien que, ça soit un petit peu contrebalancé par des réflexions sur le fait que peut-être elle se dit ça maintenant, mais plus tard, bof. Euh, sur le fait que elle a fait une réflexion que j'aime bien parce que c'est une réflexion que je me suis fait moi-même. Enfin, ça m'a parlé du coup. En disant que parfois on ne sait pas pourquoi. Certaines personnes vont nous donner les bons conseils entre guillemets ou nous dire les choses qui nous feraient du bien. Et sans raison apparente, on n'a pas le déclic, ça nous fait pas de bien, ça voilà. Et sans qu'on sache pourquoi, un jour complètement au hasard, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vont nous faire penser ou dire exactement la même chose que ce qu'on nous a déjà rabâché 1000 fois. Et pour on ne sait pas quelle raison, cette fois-là, ça aura été une espèce de petit miracle, de petit déclic.
Ça, c'est un truc que j'aime bien. Enfin, c'est une idée que j'ai bien aimée dans ce qu'on vient de lire. C'est un truc dans lequel je me reconnais pas mal. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a des déclics à retardement. J'ai l'impression qu'on a un peu des déclics à retardement. C'est-à-dire qu'en effet, euh, on rabâche peut-être longtemps des idées qui nous feraient du bien sans savoir les appliquer. Et du coup, voilà, parfois, on se rend compte de choses dont on sait que ça nous ferait du bien, mais il nous faut du temps pour avoir le vrai déclic et le mettre en pratique. Et donc ça peut être ça aussi, ça peut être des personnes qui nous parlent et qui nous disent de faire telle ou telle chose, qui nous conseillent telle ou telle chose, ou nous-mêmes qui nous disons oui c'est vrai que je devrais faire ça, c'est vrai que j'aimerais faire ça, et ainsi de suite. Et juste un jour, on sait pas pourquoi, on l'a toujours su, ou on l'a toujours entendu, on l'a toujours lu, et sans savoir pourquoi, un jour ça prend, il y a le déclic et on le fait. Et moi c'est une idée que je trouve très jolie. Ça, on peut y voir aussi quelque part un peu de tristesse à se dire bah merde, pourquoi on le fait pas plus vite? Pourquoi on reste bloqué comme ça pendant 1000 ans? Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de joli et de poétique là-dedans. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, et du coup à la toute fin de ce que je viens de vous lire, le passage sur Elizabeth Dalloway a été relativement court, et du coup à la toute fin on a une transition que je trouve moins heureuse, beaucoup moins heureuse que toutes les transitions qu'on a eues jusqu'à présent dans le texte. Je la trouve beaucoup plus sortie de nulle part. Jusqu'à présent j'avais presque l'impression qu'on pouvait faire un plan séquence comme je vous disais, avec la caméra qui se balade de personnage en personnage. Hop, on croise un nouveau personnage, on va se rattacher à ce personnage. Voir, on voit un nouvel objet qui va nous mener à un autre personnage, etc. Là, je trouve qu'il y a peut-être plus une rupture, plus une cassure, puisque c'est juste sur des couleurs et sur une atmosphère, peut-être, presque sur une météo, j'ai envie de dire, qu'on est parti d'Elizabeth Dalloway pour retrouver Sir Warren. C'est comment déjà? Sir Septimus Warren Smith, voilà. Donc je trouve que c'est peut-être la transition la moins réussie, entre guillemets. Mais bon, elle reste complètement valide. C'est juste que je trouve qu'elle colle moins au style qu'a instauré Virginia Woolf depuis le début du roman. Mais du coup, je suis assez content, je dois avouer, puisque Septimus Warren Smith, c'est un personnage dont le futur m'intéresse. Ça veut rien dire. Mais bref, j'ai envie de voir ce qui va lui arriver à ce perso. Donc je suis content qu'on retourne sur lui un petit peu. Je sais pas si ça va être ça jusqu'à la fin du live. On va voir. Et du coup, merci Miari de passer faire un coucou. Et surtout, merci beaucoup pour ton 13e mois d'abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Comme je le disais dans un live précédent, sachez que ça y est, cette fois-là, j'ai la bonne version, j'ai la bonne idée plutôt des badges d'abonnés plus d'un an. Donc, tous ceux qui sont abonnés depuis plus d'un an à ma chaîne, attendez-vous dans les mois à venir à avoir déboulé de nouveaux badges pour vous. Il faut cheminer avant d'investir des suggestions qu'on nous fait, des pistes qu'on nous évoque. Et exactement l'écoute aux portes. Exactement, exactement. Très bien résumé. Et du coup, ouais, Septimus là, ça m'intéresse bien. J'ai hâte de voir. D'autant que je vous rappelle que cette fois-ci, c'est une découpe legit que je vais effectuer, puisque lorsque j'aurai terminé la lecture ce soir, je serai sur un saut de ligne. Donc du coup, ça veut dire que c'est une découpe naturelle du texte qu'a prévu Virginia Woolf. Alors que là, toutes les découpes que j'ai fait jusqu'à présent, enfin sur ce live, et même à la fin du live précédent, c'est complètement arbitraire, je ne peux pas faire autrement. Allez, comme je le disais, le live sera assez court dans sa globalité, donc je vais pas plus parler que je ne lis, ça serait dommage. Donc je vais m'y remettre. La partie qui s'annonce est un chouïa plus longue. Je vous lis 15-20 minutes, je pense, avant de vous revenir dans le chat. Et je vous souhaite une bonne écoute les côtes aux portes, bonne écoute Miari si tu es toujours encore parmi nous. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat Twitch, bonne écoute à tous ceux qui me regardent sur YouTube. Allez, dernière partie. Let's go. Mrs. Dalloway, suite.
Et un jour, ils avaient surpris la fille qui faisait le ménage en train de lire une de ces pages en se tordant de rire. Désolant incident, car Septimus s'était répandu en lamentations sur la cruauté des hommes, sur le fait qu'ils se déchirent les uns les autres. Ceux qui tombent, avait-il dit, ils les mettent en pièces. Holmes nous a à l'œil, disait-il, et il inventait toutes sortes d'histoires à propos de Holmes. Holmes mangeant du porridge, Holmes lisant Shakespeare, et cela suscitait chez lui des accès de rire ou de colère, car apparemment, le docteur Holmes représentait pour lui quelque chose d'horrible. Il l'appelait la nature humaine. Et puis il y avait ses visions. Il était noyé, disait-il par exemple, et allongé sur une falaise avec les mouettes qui hurlaient au-dessus de lui. Il regardait par-dessus le bord du sofa et il voyait la mer au fond. Ou bien il entendait de la musique. En fait, il s'agissait tout simplement d'un orgue de barbarie ou d'un type qui criait dans la rue. Mais lui criait « Que c'est beau !» Et ses joues ruisselaient de larmes, et cela, c'était pour elle la pire des choses, de voir un homme comme Septimus qui s'était battu, qui était courageux, pleurer. Et il restait là à écouter jusqu'au moment où, tout d'un coup, il se mettait à crier qu'il tombait au milieu des flammes. Il le disait avec une telle conviction qu'elle se mettait elle-même à chercher les flammes. Mais il n'y avait rien. Ils étaient seuls dans la pièce. C'était un rêve, lui disait-elle, et elle parvenait à le calmer, mais parfois, elle aussi, elle avait peur. Elle soupirait tout en cousant. Son soupir était tendre et charmant, comme le vent qui souffle à l'orée d'un bois quand vient le soir. Parfois, elle posait ses ciseaux. Parfois, elle se retournait pour prendre quelque chose sur la table. Par petits gestes, petits froissements, tapotements, quelque chose prenait forme là, sur la table où elle cousait. À travers ses cils, il apercevait sa silhouette brouillée, son petit corps tout en noir, sa figure et ses mains, ses épaules qui tournaient pour aller prendre une bobine ou chercher, elle perdait souvent ses affaires, sa soie. Elle faisait un chapeau pour la fille mariée de Mrs. Filmer, qui s'appelait... Il avait oublié comment elle s'appelait. « Comment s'appelle la fille mariée de Mrs. Filmer » demanda-t-il. « Mrs. Peters, » dit Redzia. Elle avait peur qu'il soit trop petit, dit-elle en le tenant dressé devant elle. Mrs. Peters était une femme un peu forte. Mais elle ne l'aimait pas. C'est seulement parce que Mrs. Filmer avait été tellement gentille avec eux. Elle m'a donné du raisin ce matin, dit-elle, que Redzia voulait faire quelque chose pour montrer leur gratitude. Elle était entrée dans la pièce l'autre jour, et elle avait trouvé Mrs. Peters qui pensait qu'ils étaient sortis, en train de faire marcher le gramophone. Pour de vrai, avait-il dit. Elle faisait marcher le gramophone. Oui. Elle lui en avait parlé quand ça s'était passé. Elle avait trouvé Mrs. Peters en train de faire marcher le gramophone. Il se mit, avec précaution, à ouvrir les yeux, pour voir s'il y avait là vraiment un gramophone. Mais ces choses-là, celles qui existaient pour de vrai, étaient source d'excitation. Il fallait qu'il fasse attention. Il ne voulait pas devenir fou. D'abord il regarda sur la première étagère les journaux de mode, puis il remonta peu à peu les yeux jusqu'au gramophone avec son pavillon vert. Parfaitement exact. Alors, rassemblant son courage, il regarda la desserte, l'assiette de bananes, la gravure de la reine Victoria et du prince consort, le dessus de la cheminée avec le vase de roses. Aucune de ces choses ne bougeait. Elles étaient toutes immobiles. Elles existaient toutes pour de vrai. C'est une femme qui a une langue de vipère, dit Redzia. Que fait Mr. Peters demanda Septimus. Ah, dit Redzia, essayant de se rappeler. Il lui semblait que Mrs. Filmer lui avait dit qu'il voyageait pour le compte d'une entreprise. Là maintenant, il est à Hull, dit-elle. Là maintenant? Elle l'avait dit avec son accent italien. C'est bien elle qui avait parlé. Il plissa un peu les yeux afin de ne voir qu'une partie de son visage. Du coup, je vais le refaire. Là maintenant, il est à Hull, dit-elle. Là maintenant. Elle l'avait dit avec son accent italien. C'est bien elle qui avait parlé. Il plissa un peu les yeux afin de ne voir qu'une partie de son visage à la fois, d'abord le menton, puis le nez, puis le front, au cas où il serait déformé, où il y aurait dessus quelque épouvantable marque. Mais non, elle était là, parfaitement naturelle, en train de coudre, serrant les lèvres comme font les femmes, avec cette expression concentrée, mélancolique, qu'elles ont quand elles font de la couture. Mais il n'y avait rien là d'inquiétant, dit-il pour se rassurer, regardant pour la deuxième fois, la troisième fois son visage, ses mains. Que pouvait-il y avoir d'effrayant ou de répugnant chez Redzia assise en train de coudre à la lumière du jour? Mrs. Peters avait une langue de vipère,
Mr. Peters était à Hull. Alors pourquoi se mettre en colère et prophétiser? Pourquoi s'enfuir, châtier, banni? Pourquoi les nuages vous feraient-ils trembler, sangloter? Pourquoi rechercher des vérités et lancer des messages, alors que Redzia était assise et piquait des épingles sur le devant de sa robe, et que Mr. Peters était à Hull? Les miracles, les révélations, les souffrances, la solitude tombée dans la mer, tout au fond, jusqu'aux flammes. Il ne restait rien de tout cela, car il avait l'impression, en regardant Redzia garnir le chapeau de paille pour Mrs. Peters, de voir une courte pointe tout en fleurs. « Il est trop petit pour Mrs. Peters, » dit Septimus. Pour la première fois depuis des jours, il parlait comme avant. « Bien sûr que oui, ridiculement petit, dit-elle, mais c'est Mrs. Peters qui l'avait choisi. » Il le lui prit des mains. Il dit que c'était un chapeau pour singe de joueur d'orgue de barbarie. Cette image enchanta Redzia. Il y avait des semaines qu'ils n'avaient pas ri ensemble comme cela, plaisantant entre eux comme font les gens mariés. Elle voulait dire par là que si Mrs. Filmer était entrée, ou Mrs. Peters, ou n'importe qui d'autre, personne n'aurait compris ce qui les faisait tant rire, Septimus et elle. Là, dit-elle, en piquant une rose sur un côté du chapeau. Elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse, jamais de sa vie. Mais ça, c'était encore plus ridicule, dit Septimus. Maintenant, la pauvre femme ressemblait à un cochon de foire. Personne ne l'avait jamais fait autant rire que Septimus. Qu'avait-elle dans sa boîte à ouvrage? Elle avait des rubans et des perles, des pompons, des fleurs artificielles. Elle les déversa sur la table. Il se mit à sortir ensemble des couleurs bizarres, parce que même s'il était maladroit de ses mains, incapable de faire un simple paquet, il avait le coup d'œil, et il avait souvent de l'idée. Quelquefois c'était ridicule, bien sûr, mais quelquefois il tombait merveilleusement juste. « Elle aura un chapeau magnifique, » murmura-t-il, choisissant tel ou tel ornement. Redzia, agenouillée à ses côtés, regardant par-dessus son épaule. Voilà, ça y était. Enfin l'idée. Il fallait maintenant qu'elle couse tout cela. Mais il fallait qu'elle fasse bien attention, dit-il, de ne rien changer à ce qu'il avait fait. Et elle se mit à coudre. Quand elle cousait, se dit-il, elle faisait un petit bruit comme une bouilloire sur le feu, un gargouillis, un murmure. Elle s'activait sans trêve, ses petits doigts effilés et solides pinçant, piquant, l'aiguille dardée avec sûreté. Le soleil pouvait entrer et sortir sur les pompons, sur le papier peint, mais il attendait, se dit-il, allongeant les pieds, regardant sa chaussette gondoler au bout du sofa. Il attendrait ici bien au chaud, dans cette poche d'air immobile, comme on en trouve parfois à l'orée d'un bois, quand le soir tombe, parce que, à cause d'une dénivellation ou d'une certaine disposition des arbres, il faut être scientifique avant tout, scientifique, la chaleur se garde et l'air frôle la joue comme l'aile d'un oiseau. Et voilà, dit Redzia, en faisant tourner le chapeau de Mrs. Peters au bout de ses doigts. Pour le moment, ça ira comme ça. Plus tard, le reste de sa phrase se perdit dans un doux glouglou de robinet qu'on a oublié de fermer. C'était merveilleux. Il n'avait jamais rien fait dont il se soit senti si fier. C'était quelque chose de vrai, de tangible, le chapeau de Mrs. Peters. « Regarde-moi ça, dit-il. Oui, cela la rendrait toujours heureuse de voir ce chapeau. Il était redevenu lui-même, il avait ri. Ils avaient passé un moment seuls ensemble. Elle chérirait toujours ce chapeau. Il lui demanda de l'essayer. « Mais je dois avoir une drôle d'allure !» s'écria-t-elle, en courant devant la glace pour regarder d'abord un profil puis l'autre. Puis elle l'arracha d'un geste, car on frappait à la porte. Se pouvait-il que ce soit Sir William Bradshaw? Envoyait-il déjà quelqu'un? Non, c'était seulement la petite fille qui apportait le journal du soir. Ce qui se passait toujours se passa alors, ce qui se passait chaque soir sans exception. À la porte, la petite fille suçait son pouce. Redzia s'agenouilla à ses côtés. Redzia la chouchouta et l'embrassa. Redzia sortit un paquet de bonbons du tiroir de la table. Car cela se passait toujours de la même façon. Une chose, puis l'autre. Donc elle fit comme d'habitude, une chose, puis l'autre. Elles se mirent à danser, à sauter, à faire la ronde tout autour de la pièce. Il prit le journal. Toute l'équipe du Surrey était hors jeu, lut-il. Il y avait une vague de chaleur. Redzia répéta. L'équipe de Surrey est hors jeu. Il y a une vague de chaleur, faisant entrer cette ritournelle dans ses cabrioles avec la petite fille de Mrs. Filmer, et toutes les deux riaient et babillaient en jouant. Septimus était très fatigué. Il était très heureux. Il allait dormir. Il ferma les yeux. Mais dès qu'il ne vit plus rien, les bruits du jeu s'estompèrent et se firent étranges. On aurait dit les cris de gens qui cherchent et qui ne trouvent pas,
et qui s'éloigne de plus en plus. On l'avait perdu. Il sursauta de terreur. Que voyait-il? L'assiette de bananes sur la desserte. Il n'y avait personne. Redzia avait emmené la petite chez sa mère, c'était l'heure de la coucher. C'était bien cela, être seul pour toujours. C'était cela la sentence qui avait été prononcée à Milan, le jour où il était entré dans la pièce et où il les avait vus découper des formes de sparterie avec leurs ciseaux. Il serait seul, pour toujours. Il était seul avec la desserte et les bananes. Il était seul, exposé sur cette hauteur battue par les vents, allongé, mais pas en haut d'une montagne, pas sur un piton, sur le sofa du salon de Mrs. Filmer. Quant aux visions, aux visages, aux voix des morts, où tout cela était-il passé? Il y avait un paravent devant lui, avec des joncs noirs et des hirondelles bleues. Là où jadis il avait pu voir des montagnes, voir des visages, voir la beauté, il y avait maintenant un paravent. « Evans !» cria-t-il. Il n'y eut pas de réponse. Une souris avait couiné, ou un rideau avait frémi. C'était cela les voix des morts. Il lui restait le paravent, le seau à charbon et la desserte, mais Redzia fit irruption dans la pièce en papotant. Il était arrivé une lettre. Tous les projets étaient changés. Mrs. Filmer ne pourrait finalement pas aller à Brighton. Il était trop tard pour prévenir Mrs. Williams, et Redzia trouvait que vraiment c'était très, très ennuyeux. Lorsqu'elle aperçut le chapeau et pensa que, peut-être, elle pourrait faire juste un petit... Sa voix expira en un doux fredonnement. « Zut alors, la barbe !» s'écria-t-elle. C'était une plaisanterie entre eux, son emploi des jurons. L'aiguille s'était cassée. Pardon. C'était une plaisanterie entre eux, son emploi des jurons. L'aiguille s'était cassée. Le chapeau, la petite, Brighton, l'aiguille, comme d'habitude une chose puis l'autre. Dans sa tête, tout en cousant. Elle voulait qu'il lui dise si en déplaçant la rose elle avait embelli le chapeau. Elle s'assit au bout du sofa. Ils étaient parfaitement heureux, maintenant, dit-elle soudain, reposant le chapeau. Car elle pouvait lui dire ce qu'elle voulait maintenant. Elle pouvait lui dire tout ce qui lui passait par la tête. C'était presque la première chose qu'elle s'était dite quand elle l'avait vu pour la première fois ce soir-là, dans le café où il était venu avec ses amis anglais. Il était entré, assez timide, regardant autour de lui, et, au moment où il l'accrochait au porte-manteau, son chapeau était tombé. Elle s'en souvenait encore. Elle savait qu'il était anglais. Pas un de ces anglais grands et forts qu'admirait sa sœur, car il avait toujours été maigre, mais il avait un joli teint clair, et avec son grand nez, ses yeux brillants, sa façon de se tenir un peu courbée en avant quand il était assis, il la faisait penser, elle le lui avait souvent dit, à un jeune faucon. Oui, ce premier soir où ils étaient en train de jouer au domino quand il était entré, on aurait dit un jeune faucon. Mais avec elle, il était toujours très doux. Elle ne l'avait jamais vu en colère ni ivre, elle l'avait seulement vu souffrir à cause de cette horrible guerre, mais malgré tout, quand elle arrivait, il mettait ses soucis de côté. Tout, absolument tout, un petit ennui dans son travail, tout ce qui lui passait par la tête, elle le lui disait, et il comprenait aussitôt. Même avec sa famille à elle, ce n'était pas la même chose. Comme il était plus vieux qu'elle, et qu'il était tellement intelligent, il était tellement sérieux, il avait voulu qu'elle lise Shakespeare alors qu'elle était à peine capable de lire en anglais un livre pour enfants, et qu'il avait beaucoup plus d'expérience qu'elle, il pouvait l'aider. Et elle aussi, elle pouvait l'aider. Mais voyons ce chapeau. Et puis, il se faisait tard. Sir William Bradshaw. Elle porta ses mains à sa tête, attendant qu'il dise s'il aimait le chapeau ou pas. Et pendant qu'elle restait assise là, à attendre, baissant les yeux, il sentait l'esprit de Redzia, comme un oiseau, qui descendait de branche en branche et qui se posait bien en équilibre. Son esprit qui vagabondait, tandis qu'elle restait assise, posée avec une grâce qui lui était naturelle, et dès qu'il disait quelque chose, elle souriait aussitôt, comme un oiseau qui se pose en tenant fermement la branche entre ses griffes. Mais il se rappela que Bradshaw avait dit « Les gens que nous aimons le plus ne sont pas ceux qu'il nous faut lorsque nous sommes malades. » Bradshaw avait dit qu'il fallait qu'il apprenne à se reposer. Bradshaw avait dit qu'il fallait qu'il se sépare. Qu'il fallait. Pourquoi toujours il faut? Quel pouvoir avait Bradshaw sur lui? De quel droit Bradshaw peut-il me dire ce que je dois faire? Demanda-t-il. C'est parce que tu as parlé de te tuer, dit Redzia. Quel bonheur, elle pouvait maintenant tout dire à Septimus. Alors, il était en leur pouvoir? Holmes et Bradshaw l'avaient à l'œil.
La brute aux mufles rouges venait flairer les endroits les plus secrets. Pouvait dire il faut. Où étaient ces papiers, les choses qu'il avait écrites? Elle lui apporta ses papiers, les choses qu'il avait écrites, les choses qu'elle avait écrites pour lui. Elle les déversa sur le sofa, ils les regardèrent ensemble. Des diagrammes, des croquis, des petits bonhommes ou bonnes femmes brandissant des bâtons en guise de bras, avec des ailes, c'était vraiment des ailes, sur le dos. Des cercles tracés autour de pièces d'un shilling ou de 6 pence, les soleils et les étoiles. De zigzagantes parois à pic avec des alpinistes encordés qui en faisaient l'ascension, on aurait dit des couteaux et des fourchettes. Des vues marines avec de petits visages farceurs émergeant de ce qui était peut-être des vagues, la carte du monde. Brûle tout ça, cria-t-il. Et puis ces écrits. Que les morts chantent derrière les massifs de rhododendrons, des eaux de Zotan, des conversations avec Shakespeare. Evans, 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 ces messages d'outre-tombe. Ne coupez pas les arbres, prévenez le Premier ministre. L'amour universel, le sens du monde. Brûle tout ça, cria-t-il. Mais Redzia posa la main dessus. Il y en avait qui étaient très beaux, à son avis. Elle allait les attacher, car elle n'avait pas d'enveloppe, avec un ruban de soie. Même s'il l'emmenait, dit-elle, elle viendrait avec lui. Il ne pouvait pas les séparer contre leur volonté, dit-elle. Rassemblant les papiers et les mettant en pile, sans rien qui dépasse, elle attacha le paquet presque sans regarder, assise à côté de lui, se disait-il, comme entourée de tous ses pétales. C'était un arbre en fleurs. Et à travers les branches, son visage était celui d'un justicier qui a atteint un sanctuaire où personne n'est plus à craindre. Ni Holmes, ni Bradshaw. C'était un miracle, un suprême triomphe. Bouleversé, il la vit gravir le redoutable escalier, portant comme un fardeau Holmes et Bradshaw, des hommes qui n'avaient jamais pesé moins de 75 kilos, qui envoyaient leurs femmes à la cour, des hommes possédant un revenu de 10 000 livres par an, et qui venaient vous parler de mesures, qui, sans être d'accord dans leur verdict, car Holmes disait une chose et Bradshaw en disait une autre, s'érigeaient en juges, qui ne voyaient pas la différence entre la desserte et les visions qu'elle suscitait, qui voyaient trouble, mais qui n'emportaient pas moins des jugements, n'en infligeaient pas moins des peines. Il faut, disait-il. Eh bien, elle avait triomphé d'eux. Tiens, dit-elle, les papiers étaient attachés. Personne ne s'en emparerait. Elle allait les mettre en lieu sûr. Et, dit-elle, rien ne devait les séparer. Elle s'assit à ses côtés et l'appela du nom de ce faucon ou corbeau qui, étant méchant et grand destructeur de récoltes, lui ressemblait tant. Personne ne pourrait les séparer, dit-elle. Puis elle se leva pour aller dans la chambre préparer leurs affaires, mais entendant des voix en bas, et pensant que c'était peut-être le docteur Holmes, elle descendit en courant pour l'empêcher de monter. Septimus l'entendait qui parlait avec Holmes dans l'escalier. « Chère petite madame, disait Holmes, je suis venu en ami. »« Non, je ne vous permettrai pas de voir mon mari, disait-elle. Il croyait la voir comme une petite poule, les ailes déployées pour lui barrer le passage. Mais Holmes insistait. « Chère petite madame, permettez-moi, disait Holmes en l'écartant. Holmes était un homme à la robuste carrure. Holmes montait l'escalier. Holmes allait faire irruption. Holmes allait dire « Alors, on a le trac ?» Holmes allait lui mettre la main dessus. Mais non, Holmes ne l'aurait pas, et Bradshaw non plus. Se levant en titubant plus ou moins, en sautillant, en fait d'un pied sur l'autre, il considéra le beau couteau à pain tout propre de Mrs. Filmer, avec pain gravé sur le manche. Non, voyons, il ne fallait pas l'abîmer. Le gaz? Pour ça il était trop tard. Holmes arrivait. Il aurait pu avoir des rasoirs, mais Redzia naturellement les avait rangés. Il ne restait que la fenêtre, la grande baie vitrée des maisons meublées de Bloomsbury. Le geste malcommode, pénible et mélodramatique d'avoir à l'ouvrir et à se jeter par la fenêtre. C'était leur idée à eux de la tragédie, pas la sienne ni celle de Redzia, car elle pensait comme lui. Holmes et Bradshaw raffolent de ce genre de choses. Il s'assit sur le rebord. Mais il attendrait le tout dernier moment. Il ne voulait pas mourir. La vie était bonne, le soleil chaud. Seulement les êtres humains, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Descendant les escaliers d'en face, un vieux type s'arrêta et écarquilla les yeux. Holmes était à la porte. « Tiens, voilà pour toi !» s'écria-t-il, et avec vigueur, avec violence, il se jeta droit sur les grilles de la courette de Mrs. Filmer. « Le lâche !» cria le docteur Holmes en faisant irruption. Redzia courut à la fenêtre. Elle vit, elle comprit. Le docteur Holmes et Mrs. Filmer se heurtèrent l'un à l'autre. Mrs. Filmer attrapa son tablier et en couvrit les yeux de Redzia, l'emmenant dans la chambre,
Il y eut des cavalcades dans l'escalier. Le docteur Holmes entra, blanc comme un linge, tremblant de la tête aux pieds, un verre à la main. Elle devait avoir du courage et boire quelque chose, dit-il. C'était quoi? Quelque chose de sucré? Car son mari était horriblement mutilé. Il ne reprendrait pas conscience. Il ne fallait pas qu'elle le voie. Il fallait l'aménager le plus possible. Elle aurait à faire face à l'enquête, cette pauvre petite jeune femme. Qui aurait pu prévoir cela? Une impulsion soudaine, personne n'avait rien à se reprocher, dit-il à Mrs. Filmer. Et pourquoi diable avait-il fait ça? Le docteur Holmes n'en avait pas la moindre idée. Tout en avalant le breuvage sucré, elle avait l'impression qu'elle ouvrait de grandes portes-fenêtres et qu'elle entrait dans un jardin. Mais où? L'horloge sonnait. 1, 2, 3. Quelle sagesse dans ce son, comparé à tout ce remue-ménage, ces chuchotements. La sagesse de Septimus. Elle s'endormait. Mais l'horloge continuait à sonner. 4, 5, 6. Et Mrs. Filmer, agitant son tablier, on n'allait pas ramener le corps ici, semblait faire partie de ce jardin. Ou alors c'était un drapeau. Une fois, à Venise, où elle séjournait avec sa tante, elle avait vu un drapeau en haut d'un mât qui ondulait par grands plis. C'est comme cela qu'on saluait les hommes morts sur le champ de bataille, et Septimus avait connu la guerre. La plupart des souvenirs qu'elle avait étaient de bons souvenirs. Elle mit son chapeau et courut à travers champs. Où cela pouvait-il être? Jusqu'à une hauteur, quelque part près de la mer, car il y avait de gros bateaux, des mouettes, des papillons. Ils étaient assis sur une falaise. À Londres aussi, ils étaient restés assis ensemble et, dans un demi-rêve, lui parvint, à travers la porte de la chambre, le bruit de la pluie qui tombait, et des chuchotements, des froissements dans les champs de blé. La caresse de la mer lui semblait-il, qui les tenait au creux de sa conque et qui murmurait à son oreille. Elle allongeait sur le rivage avec le sentiment d'être éparpillée comme des fleurs sur une tombe. « Il est mort, dit-elle, souriant à la pauvre vieille femme qui la veillait en gardant fixés sur la porte ses bons yeux bleu pâle. On n'allait pas le ramener ici? Mais Mrs. Filmer la rassura aussitôt. Mais non, on était en train de l'emmener. N'était-il pas normal de la prévenir? Selon Mrs. Filmer, on ne devait pas séparer les gens mariés, mais il fallait faire ce que le docteur avait dit. Laissez-la dormir, dit le docteur Holmes en lui tâtant le pouls. Elle vit sa silhouette massive à contre-jour dans l'encadrement de la fenêtre. C'était donc bien le docteur Holmes. Et on arrive à un saut de ligne. Donc on arrive à la fin de la lecture de ce soir, les amis. Nous passons à l'outro de ce live. Ah, j'ai pas été clair là. Je suis un peu fatigué, je dois avouer. Je sais pas, en ce moment, je suis vraiment pas dans un rythme de fou. Et ouais, il faut que j'essaie de reprendre une hygiène de vie, on va dire, moins bordélique. Parce que là, ces temps-ci, j'ai eu un peu de laisser-aller. Et donc, forcément, ça influe directement sur la qualité de tout ce que je peux faire. Et vu que je veux faire des choses de qualité, eh bien, il faut que je me remette dans le bain et que je fasse les choses bien. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas eu l'impression de faire une super performance ce soir, encore une fois. Mais bon, en même temps, je dis souvent ça. C'est peut-être juste un problème d'être jamais satisfait. Mais toujours est-il que j'espère que ça a été agréable et fluide pour vous, compréhensible. Ça y est, je pense que cette fois-ci, c'était la dernière fois qu'on revenait sur Septimus Warren Smith et sa femme Redzia. Euh, on a le dénouement final de leur histoire. Dénouement tragique, ça me rend un petit peu triste. Un petit peu triste, surtout qu'ils avaient l'air de partager quelque chose, comme on disait là, Redzia qui disait que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Enfin, en tout cas, la narration qui le disait. Mais bon, vu que la narration mime un peu les pensées des personnages, en gros, c'est un peu ce que Redzia pensait, on dirait. Mais, donc ouais, c'est triste, et en même temps, je trouve que ça va bien avec ce qu'on imagine, c'est-à-dire une phrase connue dit que
enfin une pensée connue, on va dire une idée connue dit qu'il y a toujours un mieux avant que ça devienne pire. Bah là voilà, on a eu le mieux, on a eu ce moment peut-être de grâce ultime entre guillemets et de rabibochage entre Redzia et Septimus. Et c'était beau, mais en même temps ça rend ça encore plus triste et mélancolique je trouve. Mais c'était beau je trouve de voir Redzia resplendir de nouveau aussi au fait que Septimus redevienne comme avant, redevienne normal entre guillemets. Et de voir que du coup ils étaient vraiment un couple fusionnel et ouais, qui s'aimait beaucoup. Et, mais à la fois c'est triste vu le dénouement. Euh, et quelque part je m'en doutais un peu pour être franc, mais bon. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Je ne me rappelle plus. Ouais, 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 ouais. J'ai pas de mémoire ou bien je suis juste fatigué. La 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 la. Bref, en tout cas, passage toujours aussi intéressant mais triste. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je trouvais ça aussi très beau et très touchant, la manière dont Redzia a eu, une fois qu'elle a récupéré son mari, une fois qu'elle a récupéré Septimus dans l'état où il était avant d'être dans le mal, et ben elle s'y est attachée et je trouvais ça très touchant et ouais, très beau. La manière qu'elle a eu direct de tenir avec lui, quoi. De le pousser vers le haut, de montrer qu'elle était de son côté, pardon. De dire oui, ok, on va dégager Holmes, on va dégager Bradshaw, ils nous sépareront pas, et ainsi de suite. Donc ça, j'ai trouvé ça très beau. Mais du coup, voilà, encore une fois, d'autant plus triste. Je me demande à quel âge Virginia a écrit tout ça, on dirait qu'elle avait beaucoup vécu, nous dit l'écoute aux portes. Aucune idée, aucune idée. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, notamment, comme je vous le disais, il me semble que Virginia Woolf a terminé sa vie par un suicide. Donc du coup, on sent quand même que c'est une thématique sous-jacente à l'œuvre voilà, qui est là, qui est présente à plusieurs reprises. Et du coup, je me demande si quelque part, c'est pas ses idées noires et sa, et sa psyché propre qui est un peu reflétée dans son œuvre. Et peut-être du coup depuis qu'elle était très jeune ou au contraire beaucoup plus vieux, enfin vieille. Mais ouais, ce sont des thèmes difficiles et c'est triste, mais bon, le passage littérairement parlant était joli. Voilà, voilà. Bref, à tous ceux qui... je peux pas m'empêcher, parce que c'est un thème qui me touche aussi, donc je peux pas m'empêcher de faire un petit message de ce style, mais à tous ceux qui auraient des idées noires et qui passent par là, force à vous, tenez bon les amis. Euh, bref, sur ce, le live va s'arrêter. Comme d'habitude, vous le savez, le meilleur moyen de me soutenir, l'un des meilleurs moyens de me soutenir, c'est de vous exprimer. Donc sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la lecture et de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre des messages en privé, à parler sur les réseaux, à me rejoindre sur les réseaux, etc. etc. Bref, cette semaine, on se retrouve euh, vendredi 21h pour la suite et fin de la lecture de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Ce sera un live plus long pour le coup. Et puis on est bon, je pense. Sachant que, comme je le disais, dès que j'ai fini de travailler sur mon bouquin, je reprendrai les lives de manière beaucoup plus fréquente, je pense. Je viens de chercher, elle est née en 1882 et c'est paru en 1925. Donc ouais, paru en 1925 entre deux guerres, ça je me rappelais. Parce qu'encore une fois, le thème de la guerre est présent et c'est intéressant aussi. Et du coup, 43 ans. C'est vrai que 43 ans, c'est bon, t'as pas tout vécu, mais tu commences à avoir de l'expérience quand même, quoi. Allez, sur ce, les amis,
Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Je te dis merci l'écoute aux portes d'être passé. Merci Miari également. Merci Nanu. Et merci à Miari et Nanu pour votre 13e... non. Miari et l'écoute aux portes pour votre 13e mois de sub. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine, surtout que pour pas mal d'entre vous, c'est la rentrée si je ne m'abuse. Donc voilà, bonne semaine de rentrée à tous. Et je l'espère pour un petit peu de choses plus joyeuses. On se retrouve vendredi à 21h. Et bien de rien, merci, c'est gentil l'écoute aux portes. Allez, bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming ou que sais-je encore. Et bye bye.